Madame, Monsieur, bonjour, ravi de vous retrouver en cette matinée. Nous sommes le 14 octobre, pardon. Nous sommes le 14 octobre, excusez-moi. Nous sommes le 14 octobre 2023, il est 8h et nous serons ensemble jusqu'à 9h30. De toute façon, Mina, tous les téléspectateurs qui ont l'habitude de nous regarder savent très bien que je ne suis pas toujours en bonne conciliation avec les chiffres, avec les dates. Franchement, personnellement, je ne suis pas très pressée d'arriver à novembre. Je ne sais pas, j'avais pas dit l'année, hein, probablement on parlait de novembre dernier, ça nous fera gagner une année. Une année, bon, ouais. Je philosophe de bon matin. Quoi? Je philosophe un peu trop. Hein. Tu essaies de te rattraper, mais je suis pas certaine. J'essaie de me rattraper quand même. Ça va, Mina? Ça va. Ça se passe bien? Très bien. Alhamdoulilah. Alors, Mina, aujourd'hui, nous allons continuer quand même à parler de ce qui se passe aujourd'hui en Palestine. Alors, vous savez très bien que depuis le 7 octobre, il y a quand même un acharnement contre la Palestine, une véritable politique d'extermination finalement complètement barbare contre nos frères les Palestiniens. Aujourd'hui, nous allons en parler en compagnie d'un auteur, lui, qui revient justement sur toutes ces pratiques barbares de l'entité sioniste à travers deux ouvrages qu'il a édités, le premier en 2017, un autre en 2019. Ahmed Gargaxa, notre ami aussi, il va nous parler en cette matinée des premières personnalités, des premiers savants algériens qui ont soutenu d'ailleurs la cause palestinienne. Et aussi, aujourd'hui, nous parlerons d'un plat traditionnel. Alors, c'est un plat traditionnel qu'on retrouve un peu partout aujourd'hui dans le monde. Avant, il était spécifique à l'Afrique du Nord, mais maintenant, c'est devenu un plat international par excellence. Connu? Très connu. Très connu. Très connu. Tu devines? Le couscous. Le couscous, effectivement. Donc, le couscous qui a été classé patrimoine mondial par l'UNESCO. Aujourd'hui, une auteure sera parmi nous. Elle va revenir sur les différents types de couscous qu'on retrouve en Algérie. Alors, tu sais très bien que chaque région a son couscous. Et dans chaque région, il y a plusieurs couscous, finalement. Et plusieurs façons de faire aussi. Plusieurs façons de faire, plusieurs façons de préparer. Et justement, cette auteure qui sera parmi nous ce matin, elle va nous faire voyager à travers 35 régions, 35 wilayas. Et donc, elle va nous raconter un petit peu la spécificité du couscous de chaque wilaya. Et c'est vraiment un travail de recherche historique, de recherche de patrimoine aussi. Et ce matin, nous parlerons également, nous sommes toujours dans l'actualité qui est liée à la santé, notamment Octobre Rose. Alors, tu sais très bien que plusieurs campagnes de sensibilisation sont en train d'être organisées un peu partout en Algérie. Et aujourd'hui, à partir de 15h, une autre campagne donc, de sensibilisation au dépistage précoce donc du cancer du sein. Voilà un peu pour le programme de cette matinée. Ça te va, Mina? Très bien. Très bien, merci beaucoup à Amal Almi, encore une fois, qui l'a programmé pour nous. Mina, il fait toujours aussi humide? Toujours. On l'a ressenti ce matin. On l'a ressenti ce matin. En tout cas, je l'ai bien ressenti. C'est vrai. Ouais. C'est vrai. Et après, il fait toujours aussi chaud la journée? On va dire un peu moins. Une carte aussi variée que celle d'hier. Une carte aussi oui, plus variée que... Oui, voilà, tu veux donner un peu plus de détails? Avec plaisir. Toujours aussi généreux. Allez, ce sera juste après cela. موبيليس تقدم لكم الأحوال الجوية. موبيليس معا نصنع المستقبل. Voilà, de retour sur le plateau. Alors Mina, je ne vais pas m'aventurer aujourd'hui avec la carte. Ouais, tu aurais pu essayer quand même. Je ne vais pas m'aventurer. Bon, c'est vrai que c'est un peu plus compliqué qu'hier, mais bon. Voilà, un peu plus compliqué qu'hier, mais ça reste quand même un temps plutôt varié sur les quatre coins du pays. On le ressent l'automne qui s'installe finalement. Tout à fait, ça commence à s'installer. Voilà, un peu plus de détails. Avec plaisir. Allez, c'est à toi. Merci, rebonjour à tous, excellent réveil. Et bien ce matin, du brouillard, de la brume vers les côtes ouest et centre, et puis le ciel restera dégagé à l'ouest, au centre et à l'est du pays, mais avec des vents assez forts, notamment sur le centre, des vents jusqu'à 50 km/h. En revanche, vers la partie ouest, on aura des passages nuageux en journée avec le retour des pluies à partir de ce soir, notamment vers l'extrême ouest. On notera également des vents jusqu'à 50 km/h. Sur la partie sud, des orages, des pluies également. Vers l'extrême sud, le Sahara central, le Gard et le Tassili, et puis un ciel dégagé à partiellement voilé. Sur le reste des régions sahariennes, les températures de cet après-midi,
On notera sur la moitié nord des températures qui risquent d'atteindre les 35 degrés, notamment du côté de Tizi Ouzou et Annaba. On notera 29 degrés à Alger, 27 degrés à Oran, 27 également à Djelfa, 26 à Al-Bayad et Naama, 30 degrés Gardaya, Basha, 35 Tindouf, 37 degrés Adrar, 38 à Insalah et enfin 39 degrés, ce sera la maximale à Borj Beji Mokhtar et Ingezam. On passe tout de suite à l'état de la mer pour cet après-midi. On notera une mer calme un peu agitée sur l'ensemble des régions côtières avec des vents entre 30 et 50 km/h sur le centre et enfin entre 10 et 30 km/h vers les côtes est. On passe tout de suite à l'Amérique du Nord pour cette journée. Beaucoup de pluie à Mexico, Miami ou encore New York. Un ciel voilé à Montréal, dégagé carrément du côté de Dallas. Et puis côté température, on notera 27 degrés en Californie, 15 degrés à Montréal, 31 degrés à Miami, 26 à Mexico et enfin 16 degrés à Vancouver. Encore une fois, excellente matinée et à tout à l'heure midi. موبيليس قدمت لكم الأحوال الجوية. موبيليس معا نصنع المستقبل. On note une petite baisse de température quand même dans quelques régions. Degrés. De quelques degrés. Surtout à Alger, oui. Surtout à Alger, c'est vrai que hier la journée il a fait quand même assez Il a chaud. fait assez on a chaud. bien ressenti. 32 degrés à l'ombre et aujourd'hui c'est 29. C'est 29, voilà, une petite baisse. En tout cas, merci beaucoup. Merci. Mina, pour tous ces détails, on se retrouve tout à l'heure après le journal télévisé du midi. Avec plaisir. Après celui du 19h. Tout à on se fait. retrouve à 9h30. Oui, Avec plaisir. avec plaisir, hein, bah oui. Évidemment. Pause oblige. Quelle idée. Pause oblige. Bah oui. Merci Franchement. beaucoup. Merci beaucoup, Mina. On continue cette fois-ci. Ça va être pause musicale et ça va être en hommage à nos frères et à nos sœurs, les Palestiniens. C'était donc une chanson solidarité à la Palestine et on va en parler ce matin en compagnie de notre ami Ahmed Grega. Ahmed, bonjour. Bonjour Nour, bonjour à tous les téléspectateurs, un grand bonjour, un grand salam aux Algériens qui sont à Palestine, qui continuent d'être Algériens parce qu'ils nous rappellent ce qu'ont été nos grands-parents, nos parents, de vrais résistants. Effectivement, surtout il faut dire qu'il y a quand même une communauté assez importante d'Algériens en Palestine. Oui, de toute façon, même les Palestiniens résistants, ils ont du sang algérien quelque part. Exactement. Parce que, le brassage génétique qu'il y a eu, il est bien avant, presque pendant peut-être la préhistoire, parce qu'on a des relations avec eux même depuis l'époque phénicienne. Oui. Et il suffit de voir un peu les noms de la topographie en Algérie, la toponymie, on appelle ça en Algérie. Par exemple, l'ancien nom, le nom latin de Lys, c'est Ruzukuru. C'est Ruzukuru, c'est tout simplement race, russe, c'est du phénicien. Oqarro, c'est du berbère, donc c'est comme il y a un cap. Oui. Les Romains ont pris le nom tel quel, et donc les strates sont mises l'une sur l'autre. Donc on a donc les Phéniciens qui ont pris le nom berbère, ils l'ont traduit, ils l'ont collé, et c'est comme ça. Donc ce brassage, ces liens sanguins avec les Palestiniens. En plus, on ne peut pas imaginer un peuple. Le peuple algérien, après tout ce qu'il a vécu, de rester insensible. Effectivement, indifférent. Exactement, indifférent, insensible à tout ce qui se passe de par le monde, parce que nous, on a souffert l'occupation dans notre chair. Donc, c'est pour ça qu'on soutient tous les peuples qui sont lésés, opprimés, injustement opprimés. Donc, c'est tout à fait normal. Ils ne peuvent pas nous demander autre chose, de toute façon. C'est vrai. De toute façon, on a vu une très belle manifestation hier, en solidarité à la Palestine, une manifestation pacifique d'ailleurs. Oui, moi je me souviens, depuis qu'on était tout petit, donc même à l'école, on faisait des masrahiyat, des pièces de théâtre, des chansons, donc on connaissait. Et puis il y avait l'émission à la radio, South Palestine, donc je me souviens avec mon père, on revenait quand on était en voiture, donc il mettait la radio, on n'écoutait que ça. Donc on était tout petit, c'est tout à fait normal. Nous avons été bercés par la cause palestinienne. Mais ce n'est pas d'endoctrinement. Oui, ce n'est pas d'endoctrinement, je suis d'accord. C'est de l'empathie, c'est parce que c'est des choses qu'on ressent. Donc le peuple l'a vécu et les Algériens, donc même les Algériens ont réagi tout de suite. Donc déjà pendant les années après juste la guerre 14-18, donc au moment où le
mouvement est né, donc l'oppression a commencé avec l'occupation britannique et ce qui s'est passé. Les Algériens se sont manifestés dès les premiers instants, donc ils ont commencé à écrire des articles, notamment les grands de l'époque de Ibn Badis, Taïb al-Uqbi ou al-Hafidi, tout le monde était. Et puis il y a eu une organisation qui s'est accélérée par la suite au moment de l'occupation. Il y a eu même un comité qui a été créé, un comité pour le soutien de la Palestine. Donc on y trouve Taïb al-Uqbi, al-Asimi, Baba Ammar, Shanzarli, donc l'Ash'ashi de Tlemcen. Il y avait tous les notables de l'Algérie qui ont réagi, qui ont rédigé des pétitions, qui ont demandé à la France d'intervenir, donc d'arrêter le massacre. Et puis il y a eu même ce comité a même préparé un dossier. Un dossier dont on ne trouve aucune trace pratiquement sur les awqaf des Algériens à Al-Quds. Et ils l'ont fait. On a des preuves qu'il a été fait, mais je ne sais pas où est-ce qu'il est. Le dossier, on ne le retrouve pas. Moi, je ne le retrouve pas de toute façon. Donc, je cherche, je n'arrêterai jamais de chercher. Donc, et c'est à partir de là que Cheikh Taïb al-Uqbi est parti à Al-Quds, donc pour représenter, pour ramener l'aide des Algériens, donc la somme que les Algériens avaient collectée pour la Palestine. Oui. Donc ça c'est 47, 48, 50, donc pendant cette période, il est parti, donc il a ramené le soutien des Algériens en Palestine. Donc, et voilà, donc c'est tout à fait, c'est normal. Et puis il y a les Algériens qui ont été reçus, accueillis, juste les exilés avec l'Amir Abdelkader ou avant lui. Donc une partie s'est installée dans les villages et les villes palestiniennes. Donc il y a eu l'Amir Abdelkader qui a visité, les Hadjis musulmans d'Andalousie ou d'Afrique du Nord qui se donnaient pour principe d'aller faire un troisième pèlerinage à la mosquée Al-Aqsa, parce que c'est quand même l'Isra ou le Mi'raj s'est passé là-bas, c'est un point très important pour les musulmans, donc c'est le lien direct avec le ciel, c'est extraordinaire, donc ils allaient, et puis il y en a tous les, là où plein de prophètes ont marché, donc c'est tout à fait, c'est un grand honneur de suivre leurs pas. Donc, et voilà, donc là on voit une ancienne image. C'est une peinture justement de ce qu'on appelle Hay el-Maghariba, donc c'est le quartier des Maghrébins, et la majorité des Maghrébins à l'époque qui sont partis lutter contre les croisés, c'était des Algériens. Oui. Parce qu'on a aussi d'autres preuves que je vais vous montrer à la fin aussi. Donc il y a plein d'images, donc il y a une autre, ça c'est une autre perspective aussi de Hay el-Maghariba en fait, le choix a été de la situation. Ça, c'est une image de Al-Quds, c'est une vue d'ensemble, enfin une peinture, une ancienne peinture. On voit telle qu'elle était donc, pendant le 18e, début du 19e siècle. Voilà, c'est ce que j'allais te poser comme question, parce que ce sont vraiment des peintures vieilles, qui datent de voilà, exactement, qui datent quelques vraiment. siècles quand même. Donc ça nous montre un peu la situation telle qu'elle était, donc peut-être même à l'époque des prophètes, donc que les musulmans ont vu, que tous les chrétiens, que tous les... Donc et là, c'est une vieille photo aussi de Hay el-Maghariba. Voilà. On voit... En fait, le choix du lieu, il donne à réfléchir parce que apparemment Salah ad-Din al-Ayyubi, quand il a choisi ce point pour mettre les Maghrébins, après avoir vu leur capacité, c'était des guerriers, ils étaient aguerris, donc ils étaient là, ils étaient très forts. Donc je crois qu'il a choisi tout simplement le point faible de la ville où il les a mis. Donc, parce que normalement, la population, on ne va pas isoler les gens. Donc, normalement, les gens s'installent là où ils veulent. Donc, le fait d'avoir consacré une partie de la ville et demander aux Maghrébins qui viennent de si loin de s'installer là-bas et d'y rester, donc il leur a fait cette facilité, il leur a donné cette facilité, c'est des jardins, c'est des maisons, donc il y a de l'eau, il y a tout ce qu'il faut. Donc je pense qu'il a bien réfléchi à la question, donc il a choisi un endroit stratégique. Donc là, c'était peut-être l'un des points faibles de la ville, donc il voulait consolider ce point, et il a choisi les Maghrébins parce qu'ils ont démontré, parce que Sidi Boumedienne, donc il a laissé son bras,
Oui. à Al-Quds. Donc on sait vrai. qu'il a participé lui-même. Donc c'est quelque chose de laisser une partie de soi à Al-Quds. Donc c'est vraiment un témoignage encore une fois, c'est un lien organique en fin de compte. C'est pas un lien juste sentimental ou Affectif. un lien affectif. Donc non, c'est un lien organique parce qu'on y a un bras. On a aussi nos laissé un enfants, membre. on a laissé un membre là-bas et on a aussi des enfants qui sont installés. Là, c'est la plaque. On voit que ça, c'est la plaque d'origine. C'est la plaque d'origine. D'origine, voilà. exactement, des Bab el-Maghariba. Et on a toute l'information. Donc, il a été reconstruit en 1314. Donc, même dans la transcription, on met bien North African's Gate. Donc, c'est clair. Donc, il n'y a pas lieu. Donc, il y a eu des changements qui ont été faits après l'installation de l'occupation. Donc, maintenant, on comprend pourquoi. Voilà. Donc, et ça a été construit, donc c'est très ancien, donc c'est quelque chose qui a plus de 1300, on est à 2000, donc 7 siècles. Mais de toute façon, dans la conscience C'est une collective, histoire. on sait très bien que ça a été une région où c'était justement les Nord-Africains, les Maghrébins qui étaient installés dans cette région. Là, on a une belle photo de Cheikh Taïb El-Orbi, donc à Al-Quds, c'est au moment où il est parti remettre la somme collectée par les Algériens et représenter aussi les notables algériens. Donc, On parle de 1950, Ahmed. oui. On Donc, parle de 1950, donc on comprend aussi, on ressent finalement l'engagement des Algériens, parce que 1950, nous sommes toujours sous le joug du colonialisme. Exactement. Donc finalement, c'est un double combat pour les Algériens. Et on était dans la disette, on n'était pas riche. Mais malgré ça, donc les gens se sont saignés pour remettre le petit doro que les vieilles avaient chez elles, sordé qu'on avait. Donc vraiment, c'était quelque chose, c'était une cause. Donc c'était important. Là, c'est une autre photo de El-Bachir Ibrahimi qui est au milieu. Ça, c'est l'un des congrès je pense, Mujamma al-Lugha al-Arabiyya. C'était un congrès scientifique relié à la langue arabe. Donc là, encore une fois, pour montrer que les visites ne sont jamais arrêtées. Donc depuis l'avènement de l'islam, depuis que les Algériens ont commencé à connaître le Hajj, donc c'était la trajectoire a été créée. Même l'Amir Abdelkader l'a fait. Donc quand il est parti avec son père, donc il a fait l'Algérie, la Tunisie. Donc il est parti en pèlerinage. Donc la Mecque et Médine. Et puis il est parti aussi à Bagdad parce qu'il était Qadiri. Donc il a visité le Darih Sidi Abdelkader el-Jilani de la Dimashq. Et bien sûr, c'est le Quds était donc inévitable dans la trajectoire. Et là, c'est des photos que j'ai prises d'internet, des réseaux sociaux. C'est donc peut-être les gens vont être étonnés de se voir à la télévision, mais c'est juste pour montrer que la visite d'Al-Quds ne s'est jamais arrêtée par les Algériens. Tant qu'ils le pouvaient, ils l'ont fait. Ça, c'est après l'indépendance. Ça, c'est l'un des chouyours de la tariqa rahmaniya. On va voir si on peut passer aux suivantes. Là, c'est Cheikh Ada Ben Youssef, qui était imam à la mosquée de Bollorène, Jama al-Umma. Je crois que c'est le deuxième à partir de la gauche. Avec ses amis à lui, ils sont partis en voiture et ils ont visité le Quds. Donc, quand ils en voiture à partir d'Algérie? Oui, en premier pour le pèlerinage. Là, une deuxième photo de lui avec ses amis. Donc, ils sont partis, ils ont fait le pèlerinage et puis ils sont passés par le Quds tant qu'ils le pouvaient. Donc, ça, c'est après l'indépendance, je crois. C'est 63, je crois. Là, c'est Cheikh Badr el-Din Sari, un autre Algérien. Il était très jeune. Et donc, la même chose, il est parti. Donc, il a fait son pèlerinage, la Mecque et Médine. Puis, il est passé par le Quds. Donc, c'est un point. Et une autre photo avec un vieux, je ne sais pas, peut-être c'est un notable de Al-Quds, avec son appareil photo. Et on voit le vieil appareil photo qu'il a. On le voit entre les mains, effectivement. Effectivement, on le voit. Et là, c'est un document très important. Donc, c'est l'un des documents des Awqaf. Donc, Waqf ala al-Maghariba. Donc, on le voit au début, en haut à droite, je ne sais pas si tu peux lire. Donc, c'est un document des archives de l'Quds.
parce qu'il y a plein C'est un document qui fait partie du dossier duquel tu nous as parlé au Non, début? non, non, non. Ça, c'est un document qui est donc c'est un document qui est censé exister encore à D'accord. Al-Quds. Donc Très ça, bien. c'est les archives de chez eux, de Jérusalem. Donc je ne sais pas s'il est dans le dossier ou pas, mais ça, c'est un document publié. Donc il y a des recueils d'archives, donc on peut les voir. Donc ça, c'est Sijilat Mahkamat al-Quds Shar'iyya. Donc c'est des registres qu'ils ont. Donc ils ont très très bien fait de les publier. Donc chaque fois, il y a un registre qui est traité, qui est publié. Donc ce sont des registres qui traitent de quel sujet? C'est quelle thématique? le Mahkamat al-Quds Shar'iyya. Donc c'est le tribunal à Al-Quds. Donc c'est des actes notariés, c'est des actes de divorce, d'héritage. Donc il y a plein de questions comme ça. Et c'est parce que c'est des documents historiques et ils font foi aussi pour des justifications aussi politiques. Donc c'est pour ça qu'il y a plein de Palestiniens qui travaillent, donc qui ont travaillé sur ça. Et ça, c'est un document sur certains waqf des lieux saints de l'islam. Donc c'est un document écrit par Louis Massignon dans la même période que Cheikh Taïb al-Uqbi, Cheikh al-Asimi, etc. Donc c'est l'un des rares que j'ai pu consulter, donc il existe. Donc c'est à Jérusalem, donc c'est aussi un document très important pour tout ça, pour montrer les liens. Ça c'est Sidi Boumedienne à Tlemcen, donc c'est la mosquée de Sidi Boumedienne, c'est une vieille, c'est un vieux tableau. C'est un tableau, c'est une peinture. C'est une peinture. Très bien, donc. Donc on voit que finalement les relations ne se sont jamais. Là c'est un autre, non jamais. Donc ça c'est le document où on a les noms des Algériens qui étaient dans le comité de défense de la Palestine. D'accord. Donc il y a le mufti Baba Ammar, il y a Chanzali. C'est un document qui date de quel Les années 50. Les années 50. Les années 50. Donc finalement juste après le génocide de Deir Yassin en 1948. Exactement. C'est la même période quand les Algériens ont vu que ça commençait à devenir très dangereux. Donc ils se sont mobilisés et c'est vraiment toute la notabilité musulmane, donc tous les gens qui étaient les savants, les ulama, ils se sont mobilisés. Donc chacun de son côté à essayer. Donc il y a les mouvements qui avaient, donc le mouvement national, les politiciens qui avaient, ils sont mobilisés. Il y avait aussi les gens du culte qui sont mobilisés pour la question palestinienne parce que c'est très important. Donc ils ont créé ce comité, ils ont fait la collecte d'argent, ils ont envoyé de l'argent et ils ont aussi fait des pétitions, ils ont écrit à l'époque, comment on appelle ça, la Ligue des Nations, ils ont écrit à toutes les structures qu'il y avait, à l'État français puisque c'était l'État qui colonisait. Donc ils ont essayé de faire bouger les choses. Donc voilà un peu l'intérêt. Puis on va voir, il y a d'autres documents, je ne sais pas si on pourra... Il y a plus, je crois. Mais en fait, dans le Sijillat al-Mahkama Shar'iyya, donc les différents volumes, on trouve aussi les noms d'Algériens qui sont installés. Donc on trouve la vie quotidienne, donc la vie au quotidien des Algériens qui étaient à Hay al-Maghariba. Donc des fois il y avait des problèmes entre eux, et puis il y avait l'installation du Cheikh al-Maghariba, et puis la désignation, donc il y a plein de questions. Et on trouve des noms. Et ce qui est bien, c'est que dans leur nom, donc, ils ne se contentaient pas de dire Al-Jazairi ou de dire le gars qui vient de telle place. Donc ils donnent même le détail. Donc on trouve l'Mdani, on trouve Tlemceni, on trouve le Jazairi, on trouve l'origine locale. Et là, donc c'est très intéressant de voir toute cette diversité, donc de tous les partis, El-Biskri, donc toutes les parties de l'Algérie qui étaient représentées dans cette communauté. Donc ils vivaient dans ce quartier. Donc ça nous donne un peu l'image de tous ces échanges qu'il y avait, les gens qui partaient, qui s'installaient à un certain moment. Certains ils demeuraient à vide, d'autres peut-être revenaient. Donc les liens familiaux qu'ils avaient, ils avaient sûrement des correspondances avec leurs parents qui sont restés ici. Donc on a cette image. Et ça c'est par exemple dans le Mahkama Shar'iyya, j'ai vu des documents, enfin des résumés de documents sur une page de Facebook, une page qui est faite, une très belle page sur Mdiya et Titri. Donc ils donnent des noms et c'est des documents qui datent du 17e, 1600 et quelques.
Donc ça donne un peu une idée sur Oui. tous les, les va-et-vient qu'il y avait. Parce que nous, de loin, on se dit que sans avion, sans bateau, sans voiture, comment ils faisaient? Eh bien, ils se déplaçaient en famille. Et voilà, ils se déplaçaient en Et famille, ils ils prenaient le temps de se s'installaient. déplacer, Et effectivement. donc, certains Algériens ont choisi de s'installer Mhm. en Palestine, bien avant, et après les croisades, et bien avant l'occupation et l'exil de ce qui s'est passé pendant le 19e siècle. Donc, les gens qui ont accompagné l'Amir Abdelkader, certains ont choisi d'aller s'installer en Palestine. Voilà, donc on voit quand même le lien très fort Exactement. finalement entre la Palestine et l'Algérie qui ne date pas quand même d'hier, qui date quand même de plusieurs centaines Une fois d'années. dans un réseau, dans l'un des réseaux sociaux, je cherchais Sclaoui, je cherche comme mot-clé Sclaoui. Oui. Je tombe sur une page comme ça. Donc j'envoie au bonhomme. Est-ce que tu es descendant de Cheikh Sclaoui? Non, non, il me dit non, j'ai lu l'histoire du bonhomme, il m'a tellement plu, j'ai pris son nom. J'ai pris son nom comme pseudonyme. Comme pseudonyme, oui. Parce que sa vie m'a vraiment impressionné. J'ai pris, pour te dire, Cheikh Sclaoui, qui connaît maintenant en Algérie Cheikh Sclaoui, on a perdu toute information sur lui, mais il continue à impressionner ici et là-bas. Inspiré, impressionné, effectivement. Exactement. Donc finalement, ce lien très fort entre les deux pays se traduit aujourd'hui par le soutien, très fort de l'Algérie à travers déjà sa politique extérieure au profit de tous les peuples opprimés, pas seulement les Palestiniens, mais tous les peuples opprimés. On ne peut pas, en tant qu'Algérien, être indifférent à la souffrance des peuples. On ne peut pas. Effectivement. C'est quelque chose qui va contre nos gènes et on va se sentir très mal à l'aise. Parce que nous sommes un pays, à la différence de certains, qui est né comme le fruit d'une lutte. C'est vrai. De plusieurs luttes. Parce que la lutte, elle a duré dans le temps. Et si d'autres peuples qui seraient passés par la même expérience, je ne sais pas s'il existerait encore. Oui. Donc nous, on continue à exister et notre existence aussi, elle dépend de notre soutien indéfectible à ces gens. Donc, voilà, effectivement. Voilà. En tout cas, merci beaucoup, Mohamed. On a fait un peu le tour d'horizon. Voilà. On peut dire plus que ça, mais bon. On aura le temps, de toute façon, de le dire. Merci beaucoup, Mohamed. Donc, on continue avec la Palestine dans un petit moment. On va encore en parler en compagnie de notre invité auteur, mais cette fois-ci, je vous propose une autre chanson en soutien à la Palestine. On se retrouve juste après. فدائي
Voilà, c'est une magnifique chanson en soutien encore une fois à nos frères les Palestiniens et nous allons encore en parler ce matin en compagnie de notre invité, M. Ammar Belkhoudia. Bonjour. Bonjour. Bienvenue à vous. Merci, c'est gentil, oui. C'est toujours un plaisir de vous recevoir. Moi aussi, c'est réciproque. Là, merci beaucoup, M. Belkhoudia. Alors, si vous êtes avec nous aujourd'hui, c'est pour revenir un petit peu à ce qui se passe en ce moment en Palestine. Depuis le 7 octobre déjà, plus de 1400 martyrs, effroyable. plus de 6000 blessés. Effroyable, inacceptable, révoltant. Si le rythme continue et l'escalade Israël persiste dans cette escalade, c'est que Gaza va connaître un désastre humanitaire, comme Gaza l'a connu en 2009 et en 2014. Finalement, M. Belkhoudia, c'est une, j'ai envie de dire, c'est une politique d'extermination, ce que l'entité sioniste est en train de faire aujourd'hui. Là, c'est bien dit, parce que depuis 1947, c'est-à-dire depuis le partage de la Palestine, le partage illégal, hein, parce que l'ONU, à cette époque-là, sous l'influence des deux grandes puissances du monde, l'URSS et les USA, ont influé pour qu'il y ait la création d'un État juif. Or, c'est d'abord contre nature sur le plan géographique. Deuxièmement, sur quel droit international et sur quelle disposition de droit international on décide comme ça de partager une patrie sur laquelle était établie depuis des millénaires une population. Et la conséquence aujourd'hui, c'est la conséquence de cet acte irréfléchi, décidé en 1947. Mais entre-temps, M. Belkhoudia, ce sont des conséquences pas seulement sur la Palestine, mais sur le monde entier. Ah, absolument. Pour comprendre des situations du présent, il faut faire un saut dans le passé, dans le temps. Tous les historiens, tous les philosophes de l'histoire sont d'accord sur une chose, à savoir l'interprétation du présent dépend d'abord de l'interprétation de l'histoire. En 1897, une date importante parce que Théodore Herzl, le fondateur du sionisme politique, lors de ce congrès de 1897, a promis, je dis bien a promis, de créer un État juif au cœur du monde arabe pour en faire, et là je précise avec insistance, pour en faire le bastion avancé de l'Occident. Ben oui, c'est une entité qui est un peu la résultante de toute cette politique, de cette doctrine sioniste qui fait qu'Israël est soutenu par l'Occident parce que justement il le représente et ça perturbait un peu tout le fonctionnement politique, économique, spirituel depuis 1947. Donc il y a une succession d'anachronismes et d'atteintes aux droits de l'homme et aux droits des Palestiniens, en même temps une atteinte à l'existence du monde arabe dans cette région. Effectivement. Dans cette région. C'est-à-dire que les Palestiniens aujourd'hui endossent un peu notre désertion de la scène politique. Ils sont en train de payer à notre place un peu ce drame. C'est un drame, effectivement. Et justement, M. Belkhoudia, vous avez vous avez édité deux ouvrages, là où vous revenez un petit peu sur les crimes, comme vous le dites si bien, les crimes génocidaires d'Israël. Alors, parce que finalement, depuis la création de l'entité sioniste, finalement, toute la politique, elle est génocidaire. Toute la politique, elle est issue de la barbarie, finalement. Effectivement, parce que la doctrine repose sur deux projets. L'accaparement du territoire, au plan géographique, en faire un territoire qui a reçu déjà depuis les années 20 une succession d'immigrants juifs, et d'en faire la patrie de tous les juifs du monde. C'est le premier objectif. Deuxième objectif, comment faire puisqu'il y a une population déjà qui existe depuis des temps immémoriaux. On va essayer de déclencher un génocide, même s'il est à répétition. Parce que nous allons assister à une succession de massacres collectifs épisodiques. Ce qui fait, nous assistons à une tentative répétitive de génocide pour
faire expulser définitivement les Palestiniens et les éliminer de leur présence dans ce territoire qui a été promis au nom de beaucoup de prétextes, hein, d'ordre biblique, religieux, la terre promise, le peuple élu, tout cela, je le décris dans l'un de mes travaux parce que ça justifie un peu le profane pour épouser ces doctrines un peu... Je reviens au génocide et à la géographie. Yasser Arafat, en 1991, ici, à Alger, a laissé un cri de détresse et qui nous dit, si nous avons été poussés de la géographie, il ne faudrait pas que nous sortions du temps. Justement, sortir du temps, c'est sortir de l'histoire. Alors justement, vous parlez de sortir de la géographie et là, vous nous ramenez une carte de la Palestine avant et après. Finalement, vous pourriez peut-être nous les expliquer un peu plus. Alors, la première gravure, on remarque, elle remonte en 1922. On remarque la partie blanche qui est la Palestine, où réside une population palestinienne, composée de musulmans et de chrétiens, évidemment, et nous remarquons les points noirs. Les points noirs, ce sont des enclaves. Des enclaves où sont cantonnées des populations juives qui vivaient en bonne intelligence avec les Arabes, avec les Arabes, les Palestiniens, les chrétiens. Et personne ne dérangeait personne. Hein. Personne ne dérangeait personne. Il y avait une coexistence. Oui, absolument. Jusqu'où la doctrine sioniste va bouleverser les choses. Et la seconde gravure, qui remonte en 2008, qui est d'actualité, nous remarquons l'inverse. La partie blanche, c'est Israël, et il y a les enclaves. Tout au sud, c'est Gaza, et les enclaves en noir, c'est la Cisjordanie. Donc, de 1922, et surtout depuis 1947, nous allons assister à un véritable dépeçage de la Palestine. Aujourd'hui, la Palestine ressemble à une peau de chagrin, finalement. Et puis, à Gaza, il y a une surpopulation, c'est une zone surpeuplée, surpeuplée à tel point que le taux de densité au kilomètre carré, c'est le plus élevé du monde. Il y a 1 500 000 Palestiniens qui vivent à Gaza. C'est épouvantable qu'aujourd'hui, nous sommes en face d'une interminable succession de faits accomplis. À chaque fois, les Palestiniens, les dirigeants palestiniens se trouvent en face de solutions poliées de maquillage diabolique. Toutes les négociations qui ont présidé aux rencontres entre les Palestiniens et les Israéliens sont supervisées, dirigées, orientées par les USA. Lesquels USA sont partie prenante d'Israël. Ce sont les alliés positifs, actifs, et alors les solutions ne peuvent être qu'au détriment des Palestiniens. Effectivement. Alors aujourd'hui, vous nous parlez un petit peu de cet enclavement des Palestiniens dans des régions vraiment très, très étroites en Palestine aujourd'hui. Mais ce qui est terrifiant et ce qui est inadmissible, c'est que depuis le 7 octobre, donc depuis que nous vivons un petit peu cette barbarie, j'ai envie de dire. Donc depuis le 7 octobre, aujourd'hui, les Palestiniens sont privés d'eau, ils sont privés d'électricité, ils sont privés de nourriture, donc ils sont privés finalement du minimum vital aujourd'hui. Moi, j'ai toujours insisté sur un point capital, à savoir qu'Israël réagit par des représailles. Les représailles, dans leur nature, c'est d'imposer aux résistants palestiniens, Hamas ou d'autres formations de résistance, leur imposer le diktat et leur imposer le drapeau blanc pour leur dire, vous voyez, arrêtez de nous importuner, sinon nous vengerons sur les populations civiles. Or, faire la guerre aux populations civiles, c'est ce qu'il y a de plus ignoble. Ce n'est plus une guerre acceptable, un conflit acceptable, puisque à chaque fois qu'il y a une action, ça ne remonte pas uniquement du temps de Hamas. Aujourd'hui, on porte Hamas, c'est lui qu'on doit crucifier.
mais avant Hamas, pendant les tentatives génocidaires de 1947, de 1956, de 1958, il n'y avait pas de Hamas. Donc la nature de la violence, la nature du massacre collectif, elle est antérieure à Hamas. Et moi j'insisterai sur une chose, ce n'est pas parce que Hamas aujourd'hui a voulu un peu reprendre le flambeau qu'on va l'accuser de tous les maux. Donc les représailles que les Algériens ont connues pendant la guerre d'indépendance, parce que je prends l'exemple de la Casbah, les parachutistes de Massu et tous les tortionnaires professionnels se sont vengés, ils ont voulu neutraliser le FLN en déclenchant une répression féroce contre la population civile de la Casbah. Les mêmes méthodes sont renouvelées et nous les connaissons à travers ces agressions répétitives d'Israël contre... Il n'y a jamais eu d'opposition à part la bataille de Karameh, pendant laquelle les Palestiniens sont sortis vainqueurs. En conclusion, ce ne sont pas les Palestiniens qui ne savent pas se battre. C'est ces opérations génocidaires qui découragent un peu cette volonté de défendre un patrimoine, de défendre une patrie, de défendre une dignité. Et voilà le chantage. C'est un chantage, hein. Les représailles, c'est une forme de chantage. Parce que même, il faut dire, M. Belkhodja, que même la guerre auparavant, la règle, c'était de ne pas toucher aux femmes, de ne pas toucher aux enfants, de ne pas toucher aux vieux, de ne pas toucher à une personne qui ne prend pas d'armes. Et qu'aujourd'hui, c'est la population civile qui est ciblée en premier. Ce que vous venez de dire, effectivement, c'est défini avec précision dans les conventions internationales, et qui ont été précédées par un illustre personnage qui s'appelle l'Émir Abdelkader, qui, lui, a innové les règles de droits humanitaires. C'est-à-dire qu'on fait la guerre entre guerriers, si vous permettez, entre guerriers, et puis il y a un guerrier qui défend en toute légitimité ses droits. Il y a un autre guerrier qui agresse un autre peuple. C'est le cas de l'Algérie. 1830, c'est une agression étrangère. L'Émir Abdelkader prend les armes pour défendre la légitimité et cette volonté de prendre les armes pour défendre des droits. C'est-à-dire, ce n'est pas une agression, faire la guerre pour la guerre, pour le plaisir de la faire. Aujourd'hui, l'opinion mondiale, l'opinion internationale doit prendre conscience de ce fait, de cette tentative répétitive du génocidaire. Sinon, je vous dirais, mademoiselle, que la Palestine sera la mauvaise conscience de l'humanité. Ce n'est pas une affaire de Palestiniens, une affaire d'Arabes, c'est l'affaire de toute l'humanité. D'abord une affaire d'humanité. Alors, M. Belkhodja, aujourd'hui, il faut dire qu'auparavant, il y avait une détention de l'information. On sait très bien que celui qui détient l'information, il détient le monde. Et c'est ce qui s'est passé un petit peu avec l'Occident, parce qu'il y a eu quand même une orientation dans l'information. Et donc, la population, la conscience collective ou l'opinion publique internationale ne savait pas réellement ce qui se passe en Palestine. Aujourd'hui, donc, grâce aux réseaux sociaux, grâce à l'implication des citoyens, il y a un grand partage dans les quatre coins du monde. Alors on voit aujourd'hui dans quelques pays, je dirais malheureusement, donc c'est pas encore très généralisé, mais dans quelques pays il y a quand même des prises de conscience. On a vu ces derniers temps d'ailleurs des manifestations en solidarité à la Palestine. Nous avons même vu des personnalités quand même assez influentes aux États-Unis par exemple ou en Grande-Bretagne qui viennent vous dire, écoutez, moi lorsque je suis né, l'entité sioniste n'existait pas. N'est-ce pas? Absolument. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, on peut parler d'une certaine prise de conscience internationale, d'une certaine opinion publique internationale au profit des Palestiniens? Parce qu'aujourd'hui, les Palestiniens ont plus besoin de soutien qu'autre chose. Le moment est très, 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 très sensible. Je considère que les dernières actions des Palestiniens, de Hamas, si vous voulez, doivent provoquer un véritable déclic de prise de prendre conscience de ce que se déroule, de prendre conscience que c'est une conspiration qui remonte jusqu'en 1947, lors du partage. Il faut prendre conscience de ce fait accompli, de cette injustice causée à l'encontre du peuple palestinien. C'est un déclic. Aujourd'hui, je pense que ça doit provoquer un séisme de prise de conscience. Oui.
Sinon, nous allons nous acheminer vers l'enterrement définitif de la cause palestinienne. Si tout le monde se tait, si tout le monde approuve, si tout le monde ne s'insurge pas moralement, je dirais moralement, il faut que nous assistions à une insurrection morale, dire non au massacre des enfants, non au massacre des femmes, qui persiste depuis Der Yassin en 1948, en passant par Tantoura, Douimiya, Jenin, c'est ce que je traite dans ce livre-là. Oui. Dans le second, ce sont plus précisément les intifadas. Les intifadas, c'est un ras-le-bol de la jeunesse palestinienne qui dit halte à l'injustice. Une intifada en 1987, une deuxième en l'an 2000, une troisième en 2015 que j'ai relaté dans ce livre. Et dans mon prochain ouvrage, il y a celle de 2018, la Grande Marche de la Terre. Donc, vous avez posé un problème essentiel. J'insiste, moi, à travers toujours la lecture, l'écriture, la lecture, c'est faire prendre conscience à l'opinion des Algériens, des Arabes, du monde entier, qu'il se passe des choses horribles dans cette contrée du monde. Alors, dans votre livre, c'est Palestine, Israël dans le crime et l'impunité. En fait, moi, je voudrais qu'on s'attarde un petit peu sur l'impunité, parce que ça reste quand même, effectivement, des crimes des crimes comme ça au vu du monde entier, et que ça reste des crimes finalement à un moment donné qui sont justifiés. On est là à dire oui, c'est normal, et au fait c'est cette impunité qui est très frustrante. Qui encourage, oui, j'ai envie de dire, Israël. Ça nous fait rappeler un petit peu l'impunité des crimes coloniaux en Algérie, donc qui restent impunis comme ça, et donc c'est très frustrant, j'ai envie de dire. Nous sommes victimes, la Palestine est victime d'une disposition du droit international appliquée au niveau de l'ONU, à savoir le veto, avoir droit au veto. Et toutes les résolutions qui sont prises pour justement préconiser des sanctions contre l'État d'Israël, c'est le veto qui bloque l'application de cette tentative de dire aux Israéliens, alors assez d'abus, assez d'agression. C'est cette impunité dont profite Israël, et cette impunité est accordée par l'une des grandes puissances au monde, sont les USA. L'équation, moi je pose une équation toute simple, sont les USA, sont l'appui actif financier, militaire. Vous savez que quand on découvre une arme nouvelle, on l'a fait tester sur le peuple palestinien. Et on dit aux Israéliens, faites le test, essayez cette arme de destruction massive. Donc, il faut une action courageuse, diplomatique, politique, du monde arabe et du monde entier. Pour qu'il y ait un assaut, je dis bien un assaut diplomatique, un assaut d'indignation pour faire cesser un peu cette impunité dont vous venez d'évoquer. C'est l'impunité qui permet tous les abus. Voilà. C'est-à-dire qu'on n'est pas puni, on persiste dans le péché, dans l'atteinte aux droits les plus élémentaires de l'être humain. Des enfants qui sont carbonisés, qui sont écrasés par le... Dépourvus de toute innocence, dépourvus de toute enfance finalement. On le voit à travers des images quand même assez choquantes. En tout cas, merci beaucoup M. Belkhodja d'avoir été parmi nous ce matin. On rappelle qu'une semaine avant le début des massacres, vous avez fait l'actualité, vous avez présenté vos livres au niveau de la ville d'Al Abdelatif. En tout cas, on vous remercie pour tout ce que vous faites, pour toutes ces publications. C'est qu'il faut insister pour que cette question, cette cause soit encore présente dans nos consciences et dans nos mémoires. Surtout ça. En tout cas, merci beaucoup à vous, M. Belkhodja, d'avoir été parmi nous ce matin. On continue. Cette fois-ci, Badia Amarni nous emmène en visite dans une vieille maison que je vous laisse voir dans ce reportage, et on se retrouve juste après. C'est au pied de ces montagnes majestueuses du Durdura que se dresse cette ancienne maison berbère. Située dans le village Aït-Hadda, à plus de 600 mètres d'altitude à Ain el-Hammam, cette maison a été à moitié transformée en un petit musée. Ses propriétaires Nemelika et Da Mohamed rendent ainsi un hommage à la mémoire des anciens. Cette maison est vieille de 60 à 70 ans.
Ma belle-mère y vivait avec mon beau-père et tous leurs enfants. Nous souhaitons paix à Nafatma. Nous gardons cette maison ancienne intacte en souvenir d'elle. Cet outil de tissage entre mes mains lui appartient. Il dépasse 40 à 50 ans d'âge. Cette maison a été achevée en construction aux environs de 1956. D'anciens matériaux de construction locaux de notre région ont été utilisés, à savoir la terre et la pierre. Toute la famille y vivait dans les anciens temps. 48 membres ont tous vécu ici dans la solidarité et le respect. Nous souhaitons que cette nouvelle génération prenne conscience de l'importance du patrimoine ancestral pour le préserver encore. Construite dans les années 50, cette ancienne bâtisse résiste aux aléas du temps et à la rudesse de Dame Nature. Ici, dans cet endroit, nous trouvons des outils très anciens, datant de plus de 80 ans pour certains, des tapis, des poteries, des ustensiles en métal, en cuivre, des souvenirs aussi de cette région qui pratiquait le métier de la forge. Notre village Aït Hadda est riche de son histoire. Il a participé à l'indépendance du pays. Nous étions des forgerons. Nous fabriquions de nombreux outils pour la vie quotidienne, y compris pour l'agriculture, des haches, entre autres. Cet outil pour travailler la terre est ancien, de 80 ans. Une maison ancienne à Tizi Ouzou, des traditions, des générations qui sont là aux côtés des personnes adultes pour les préserver. Les enfants sont initiés au respect du patrimoine et des coutumes ancestrales. Myriam, Lydia et les autres enfants rendent souvent visite à Namalika et à Da Mohamed. On leur inculque très jeune à aimer leur patrie et à préserver leurs traditions. J'adore cette ancienne maison de Nana Malika. Je suis contente de connaître et d'apprendre à préserver mes traditions, celles laissées par nos ancêtres. Je viens toujours chez Nana Malika pour voir comment vivaient mes grands-parents. Ma grand-mère, paix à son âme, traitait la laine avec cet outil de tissage. Préserver un patrimoine, c'est préserver une mémoire. En quelques instants seulement, cette maison a réveillé en nous les souvenirs d'une époque où les familles étaient réunies autour d'un canoun, le bon vieux temps d'une vie simple loin des écrans et de toutes les technologies numériques. Et de retour sur le plateau, cette fois-ci, nous allons encore rester dans le registre du patrimoine. Et cette fois-ci, ça va être hymne au couscous algérien. Et ce sera en compagnie d'une auteure qui est parmi nous ce matin, Madame Médérek Belkharoubi. Bonjour. Bonjour. Bienvenue à vous. Merci et merci de m'avoir invitée. Avec plaisir. Alors, si vous êtes aujourd'hui ici, c'est parce que vous venez enrichir finalement, encore une fois, la bibliothèque algérienne, on va dire d'une manière générale, avec un nouvel ouvrage, cette fois-ci, avec un nouvel ouvrage, Hymne au couscous algérien. Alors, voilà. Lorsqu'on voit Hymne au couscous algérien, on va directement penser à l'histoire du couscous, on va directement penser à la préparation, aux recettes, et ce n'est pas le cas. Ce n'est pas vraiment le cas. Ce n'est pas vraiment le cas. C'est le couscous présenté autrement. Oui. En fait, c'est un voyage à travers le pays, du nord au sud, de l'est à l'ouest, par l'intermédiaire du couscous. Oui. Parce que, bon. Donc finalement, c'est le couscous qui va être notre guide dans certaines régions que vous avez sélectionnées. Voilà. Bon, je les ai, disons, sélectionnés par rapport à leur couscous, parce que, bien sûr, le couscous, il est national et international, mais il est surtout national. Il est présent dans tous les événements, qu'ils soient heureux ou autres. Chaque vendredi aussi. Pratiquement chaque vendredi. Avant, oui, c'était chaque vendredi. Et le couscous,
on dit le couscous, mais en fait c'est les couscous. Les couscous, Parce oui. que, vous savez, chaque mère de foyer, chaque mère au foyer a son propre C'est couscous. vrai. Chaque ville a son propre couscous, chaque wilaya. Mais disons, grosso modo, on dira qu'à Cherchel, à Tipaza, à Djidjel, c'est le couscous au poisson. Oui. On dira que en hiver, c'est le couscous belkhaddid. On dira fi Ashura, c'est aussi belkhaddid. On dira في المواسم il y a parfois ces sefa qui accompagnent, par exemple la tiarette, il accompagne un méchoui, il y a Oui. sefa blasel au zebda. À Tlemcen, c'est sefa dans toute sa splendeur qui est obligatoire dans les mariages. Effectivement. Alors Après justement, le repas, etc. Parfois, elle est servie juste avant, c'est-à-dire en premier, en entremets, voilà. voilà. Alors Donc, justement, Madame Médérec, ce travail ou cet ouvrage vous a pris quelques années de recherche, Absolument. n'est-ce pas? Absolument. Parce que vous allez voir dans les textes, bon, les textes ne sont pas, c'est de la prose rimée, et dans les textes, il y a, disons, l'histoire, la géographie, les événements marquants, Oui. les Patrimoine, parfois. personnages de la région, qui est dont parle, disons, le couscous choisi. Oui. Voilà, c'est-à-dire que c'est le couscous qui nous mène à connaître cette région. Alors c'est vrai qu'habituellement, lorsque nous sommes devant de tels ouvrages, nous pensons à des textes académiques, donc avec des recherches bien ciblées. Vous nous dites que ce sont des proses. Alors là, nous sommes vraiment curieux de savoir comment le couscous a été décrit, comment la ville a été décrite à travers son couscous. Je vous invite probablement à choisir peut-être un texte que vous pourriez partager avec nous. Oui, bien sûr, bien sûr. Alors vous allez choisir une région. Bon, là je tombe sur Batna. Voilà. Alors, Batna, le couscous s'appelle berboucha. Il faut savoir que à Batna, il y a le couscous qu'on présente dans les fêtes, etc. C'est la page 31. C'est le couscous blanc. Et qu'auparavant, il y avait un couscous ancestral qui se faisait avec le gueddid, Oui. le gueddid de la chèvre. D'accord. C'est-à-dire Oui. et cette chèvre qui aurait été égorgée pour l'Eid. Donc on fait sécher cette viande, Oui. qu'on appelle après le gueddid, et avec laquelle on préparait un couscous plutôt sauce rouge. Alors que l'actuel couscous des fêtes de Batna, il est en sauce blanche. Avec courgettes et navets. C'est Comme l'algérois? un peu comme l'algérois, Un peu comme absolument. l'algérois, d'accord. Donc voilà, Batna, le couscous, c'est berboucha. Tu es princesse d'un royaume numide. Medris en était son roi intrépide. Imdrasen est son mausolée, où, dit-on, la Kahina s'y recueillait. La vieille Lambès t'a prise. Dans son giron, tu lui étais soumise. Mais c'était du temps des Romains. Aujourd'hui, chère Batna, tout cela est bien loin. Le 1er novembre, dans ta mémoire est gravé. Au premier Moudjahidine, des armes sont distribuées. Mustafa Ben Boul'id a tout organisé et la première balle vers la liberté a sifflé. Tes ancêtres mangeaient un couscous particulier, fait de semoule d'orge et de morceaux séchés. De la viande de chèvre, il a été prélevé le jour de l'Aïd, une fois la bête égorgée. Au bouillon, fèves, oignons et navets. Au gré des saisons, tomates fraîches ou séchées. Avec piment, clous de girofle et coriandre broyés, la sauce rougeâtre épicée sera bien relevée. Mais toi, princesse des lieux, ton couscous est tombé des cieux, discrète et raffinée, ta sauce blanche est peu épicée. Du poivre et du sel, et voilà la plus belle. Elle arrose les couscous de fête, décorés de khardel, pois chiches et djeriwet. El Raïta et le Bendir sont là pour vous accueillir. Les Rahaba, épaule contre épaule enlacées, dansent en rang
toujours serré. C'est magnifique, c'est vraiment magnifique, Madame Médérec. Mais ce qui est intéressant finalement dans l'ouvrage, parce que nous avons dit tout à l'heure que c'est d'abord un travail de recherche que vous avez fait. Alors, la prose est là, mais finalement, en bas, nous avons quelques références qui nous expliquent des mots-clés. Oui. Et ce sont ces mots-clés finalement qui nous renvoient à l'histoire de la ville, aux personnages de la ville. Ces mots-clés sont des causes des recherches. Voilà. Et c'est pourquoi ça a pris beaucoup de temps. Là, par exemple, vous avez Numide, vous avez le Kahina, vous avez Ahmed Hassan. Donc, et on retrouve toutes les explications en bas de page. Absolument. Même le khardel est expliqué, c'est le navet. Ah, le khardel, c'est le navet. Oui. D'accord. Le khardel est l'appellation du navet dans l'Est algérien. D'accord. Voilà. D'accord. Djeriwet est l'appellation des courgettes dans l'Est algérien. Tout est noté. Très Tout bien. est noté. C'est les annotations. Elles suivent le texte. Alors, ce qui est intéressant aussi, alors nous avons dit au début qu'il n'y a pas réellement des recettes, mais finalement, on comprend un petit peu la préparation. Donc, à la fin, nous avons un petit peu la préparation de berboucha à Betna, par exemple, si on reste Ce sur n'est pas une recette classique. Oui. Déjà, elle est annoncée dans le texte. Oui, effectivement. Les composants sont annoncés dans le texte. Et ensuite, je mets préparation. Donc, par exemple, berboucha numéro 1, c'est la préparation ancestrale. Oui. Et ensuite, berboucha numéro 2, c'est la préparation actuelle. Voilà. Préparation actuelle, c'est tout ce qu'on a apporté comme modernisation au couscous ou c'est la sauce rouge et la sauce blanche? Vous savez, la femme est capable de tellement de choses. Oui. Donc, tellement c'est elle créative. qui a dû... petit à petit, négliger l'ancienne recette et venir à la... Je suis sûre que l'ancienne recette est encore appliquée dans quelques régions. Oui, certainement. Négliger peut-être pas, mais essayer probablement de nouvelles choses. Comme le dit si bien mon fils, les femmes dans une cuisine, c'est comme un chimiste dans un laboratoire. Absolument, alors, absolument. On a tellement envie d'essayer. D'essayer, on se dit améliorer, mais en fait, parfois... Oui, bon. Bon. Parfois ça donne, parfois ça donne pas. Voilà. Mais sinon, ce sont 35 régions qui sont ici, qui sont il y a racontées 35 à travers votre... Oui. Et bien sûr, j'aurais voulu faire plus de wilaya, mais le temps, il faut le temps. Et d'ailleurs, j'ai bien envie de continuer, disons, continuer pour certaines wilayas qui n'ont pas été... Il vous reste encore 23 wilayas, donc pourquoi pas un tome 2 pour... Et puis, en plein travail, il y a eu le changement de wilaya. D'accord. Quand j'ai commencé le travail, nous étions à 48 wilayas. Et vers la fin, enfin c'était pratiquement la fin du travail, on a parlé de remaniement, enfin de réorganisation. Oui. Et il y a eu 58 wilayas. 58 wilayas. C'est pour ça que je vous dis qu'il vous reste encore 23 wilayas à faire. Il fallait absolument mettre des wilayas récentes. Oui. Et c'est pourquoi vous avez Tougourt et vous avez Bni Abbas. D'accord. Voilà. Donc elles font partie du nouveau découpage, 58 wilayas, mais elles sont présentes. Oui. Donc par rapport à ces autres wilayas, donc j'aimerais bien encore développer. Mais il faut de la force et du temps. Et du temps, oui. Et du temps. Voilà, donc d'autres recherches, mais il faut dire que quand il s'agit du patrimoine, les personnes sont très réceptives et elles s'extériorisent par rapport à cela, parce que chacun finalement veut faire la promotion de sa spécialité. Enfin, spécialité, bon. Mais en tout cas, l'amour du patrimoine, l'amour du pays, l'amour du patrimoine vous laisse, d'abord vous passionne et vous laisse créer, faire des choses qui, j'espère, seront bien reçues. Voilà, exactement. Probablement notre texte, Madame Médérec? Bon, écoutez, vous choisissez entre Tamanrasset et Tougourt. Là, le choix est difficile. Hein. Voilà. J'aime bien Tougourt. Allez, allez, on y va. Vous êtes sur quelle page? La page 149. 149. Alors, Tougourt a un couscous particulier. Il est à base... Benderag, oui. Il est à base, il s'appelle Benderag, parce qu'il est à base de Benderag. Benderag, c'est leur pourpier. Et quand vous prenez le dictionnaire et que vous cherchez pourpier, c'est inimaginable parce que cette plante est riche en nutriments, oligo-éléments, vitamines. Tout ce qui est
tout ce qui est bon Oui. pour la santé, de l'individu. Mais le benderek, on le retrouve particulièrement au printemps, hein. Donc, que au printemps finalement. La plante, mais le printemps chez nous, il est très long. Oui. Il est très long. Il est très Donc, long, effectivement. pratiquement toute l'année, vous avez du benderek. Pratiquement, hein, parce que vu le climat que nous avons. Et donc, il s'appelle le benderek. De vastes et belles palmeraies l'entourent. Tougourde, la sultanée. Chaque tsar, chaque contrée voudrait raconter son passé. Dis-nous, ma reine, raconte-nous ton épopée. J'ai eu ma période prospère, quand Ibn Rostom était mon père. Mon bijou était Bahadja, généreuse, joyeuse et protégée. Son gourbi est devenu maison spacieuse, quand Ben Yahya implora Dieu. Il la rendit pieuse et religieuse et la protégea des gens odieux. Sidi Mohammed Ben Yahya m'a gouverné pendant 40 bonnes années. Puis Sultan Suleiman m'a honoré. La dynastie des Djellad, il a fondé. Mon nom veut dire porte, par laquelle ils sont tous entrés. Je suis la capitale de Wedrir, une belle et antique vallée. On l'appelle tombeau des rois. Ils m'ont tous gouverné. L'édifice surmonté d'une coupole, c'est là qu'ils sont tous enterrés. Mon autre particularité, le bandarag, ou pourpier. Son couscous bien préparé est un délice pour le palais. Viande au qadid, cuise avec ail, oignons et pourpier. Ajoutons piment vert, courge et févette, patates, poivre noir, sel et courgettes. Le tout cuit à feu très doux et sans eau ajoutée. Par-dessus le qidr foire, où cuit la sauce. Le grain de gros calibre est étuvé puis graissé. Les légumes sont ensuite réduits en purée à laquelle du lait est ajouté. Couscous au pourpier et toute tendresse, dans la bouche une caresse. Des temps anciens au temps moderne, benderek est resté le même. Magnifique, vraiment très très joli. Donc encore une fois, un autre voyage, une autre visite, d'autres découvertes et la préparation et les ingrédients en même temps. Voilà, donc un projet finalement pour aller vers les autres wilayas. Inch'Allah. Inch'Allah, parce que, écoutez, je vais vous lire quand même l'introduction pour que ceux qui n'ont pas leur couscous présent ne m'en veuillent pas. Voilà. Parce que je rappelle que la préface est de Madame Fatma Zohra Bouayat, auteure de cuisine algérienne. Et je rappelle surtout que, et je remercie le ministère de la Culture à travers son office Londa qui ont édité. Qui ont édité et bien soutenu cet ouvrage. Effectivement. Alors il faut dire, Madame Ederek, que vous travaillez beaucoup pour le patrimoine. Ce n'est pas votre premier ouvrage. Il y a déjà Tlemcen, coutumes et traditions. Oui. N'est-ce pas? Oui, en 2011. En 2011. Tlemcen, coutumes et traditions. Vous avez un petit peu travaillé sur Constantine. Oui. Aussi, donc là c'est une série de coutumes et traditions que vous avez faites. Et la suite va venir. Voilà, la suite va venir. Là nous avons Constantine. Voilà. Encore une fois. Donc là c'est un peu le patrimoine matériel et immatériel. Très bien. Aussi que vous avez édité, mais aussi Madame Ederek, il faut dire que la tradition orale aussi, vous l'avez transcrite à travers Tcha. Oui, absolument. Tcha avec plein d'enseignements, hein, finalement. C'est en 4 langues. En 4 langues, voilà. Oui, il est présenté en arabe, en français, en amazigh et en anglais. Et voilà, et un autre livre aussi, cette fois-ci, c'est un devoir de mémoire. On va terminer sur ça. C'est le devoir de mémoire, voilà. Permettez que je vous dise rapidement. Très rapidement, parce que nous arrivons à la fin. Le couscous s'imprègne de sa région, comme il s'imprègne de son passé et son présent. Chaque wilaya a ses caractéristiques, aussi bien géographiques qu'historiques. De région en région, les richesses sont légion.
Chaque parcelle de notre terre nous raconte sa traversée jusqu'à notre ère. Si elle n'est pas citée dans cet ouvrage, ce n'est point lui faire outrage. Oui. Mais certainement, avec sa voisine, elle partage les mêmes racines. Les contenus ne donnent pas de recettes classiques, mais des rituels et des personnages authentiques. Chaque région, ses couscous la représentent, dans sa garniture, ses produits et sa légende. Merci beaucoup. Bravo en tout cas pour tout le travail que vous faites, Madame Médéreg. C'est moi qui vous remercie. Belkharoubi, merci encore une fois d'avoir été parmi nous ce matin. Très très belle continuation parce que je sais que vous avez beaucoup de projets à venir. Espérant qu'on aura l'occasion d'en parler très bientôt. Merci encore beaucoup. Une fois à vous. Merci. Très belle continuation. Nous parlions du couscous. Nous allons continuer à parler du couscous puisque durant 2 jours au Palais de la Culture, il y a eu un concours autour du couscous. Samia Bouarour, notre amie, était sur place et elle est revenue avec ses images. Je vous laisse voir et on se retrouve pour la dernière station de cette matinée. Actuellement, le couscous il est classé à l'UNESCO, donc on essaie toujours de le développer en Algérie et de faire rentrer la culture algérienne, bien sûr, pratiquement le couscous, parce qu'il y a différents plats, il y a différentes préparations. Garder le patrimoine, c'est toujours bon, c'est la tradition. Donc on ne sort pas de la tradition. Donc celui qui veut faire, parce qu'il y a la majorité des cuisiniers ont dit le couscous revisité. Je ne sais pas qui veut le couscous revisité. Le couscous, c'est le couscous. Donc peut-être revisité dans le dressage, peut-être. Mais le couscous en lui-même, donc il se prépare toujours couscoussier ou à la vapeur. Il y a une autre manière aussi de préparer le couscous. Le marmoum. Comme on prépare par exemple le riz. On se concentre, nous les chefs, donc on sait bien que la cuisson du couscous, c'est très important. Voilà, c'est très important. Donc on regarde exactement la graine du couscous. C'est vraiment, elle est bien cuite, elle a absorbé la vapeur d'eau et le parfum aussi. Le parfum, ça dépend. Il y a des gens peut-être ils vont cuire à la vapeur sur la sauce, ou il y en a des gens qui vont utiliser uniquement de l'eau, ou d'autres peut-être intelligemment, s'ils utilisent un parfum dans l'eau bouillante, donc le couscous il sera parfumé aussi, au lieu de la sauce. Parce que la cuisson elle est longue, tout dépend de la viande aussi, le morceau de viande. Donc si c'est du poulet c'est rapide, et si c'est de la viande rouge, ça prend plus de temps. Donc si on cuit le couscous sur la sauce, donc il y a une évaporation rapide de la sauce. Donc on rajoute encore de l'eau et la sauce, ça sera... Enfin, l'hygiène, elle est importante dans ce domaine-là. Donc respecter l'hygiène et respecter l'hygiène. J'ai participé avec 10 couscous. Alors 10 couscous de notre région, qui est la wilaya de Tipaza. Donc nous avons le couscous de Korea, nous avons présenté aussi le couscous de Sidi Riles, de Arbel, qui est le couscous Bazzatar, le couscous des glands, le couscous de la lavande sauvage, des feuilles herborites kakzek, le couscous avec des petits pois. Sifat al-arousa, je ne sais pas comment on appelle ça en français. En tous les cas, c'est du couscous royal, comme on dit. Voilà, c'était donc un concours autour du couscous. C'est un événement qui s'est déroulé au niveau du Palais de la Culture et Samia Bouarour qui s'est intéressée à ce sujet. Je vous le disais ce matin, Octobre Rose, c'est le mois par excellence de sensibiliser autour du dépistage précoce. Nous en parlons ce matin puisqu'un événement assez important va se tenir cet après-midi à 15h, à partir de 15h au niveau du terrain de golf d'Alger. Nous recevons ce matin Dr Linda Oumnia-Idir. Bonjour. Bonjour. Vous êtes nutritionniste. C'est toujours un plaisir de vous recevoir. Plaisir partagé, merci beaucoup. Et parmi nous également une psychologue, et Dieu seul sait l'importance finalement de l'accompagnement psychologique durant tout le protocole de soins. Et parmi nous, Sabrina Mokrani, bonjour. Sabrina Mokrani, pardon, bonjour. Bonjour, merci pour l'invitation. Marhaba bikom. Alors, c'est un événement qui va se dérouler cet après-midi à partir de 15h, donc au terrain de golf. Plusieurs volets seront pris en charge, n'est-ce pas? Au fait, c'est un événement, on a commencé par réfléchir avec l'initiatrice qui est
Myriam Hammam, qui est Miss Fitness sur les réseaux sociaux, a parlé de la sensibilisation pour le cancer du sein. Et en discussion avec tout le monde, on s'est décidé de faire un événement mais qui prend en charge les quatre volets ou les quatre piliers d'un traitement du cancer du sein. C'est-à-dire, il y aura Dr Amina Mayouch qui va nous parler du sein, de cancer du sein. Il y aura moi-même qui va parler du volet nutrition, parce que Dieu sait que la nutrition est un des piliers du traitement et de la sensibilité et de la prévention du cancer du sein. Sabrina va nous parler du côté psychologique, donc le stress contribue aussi à l'apparition du cancer du sein. Et Myriam va faire une séance de sport, et tout ça sera orchestré par le docteur Zakaria Chamar, qui est un médecin endocrinologue qui va orchestrer tout l'événement, et l'organisatrice qui est un des piliers aussi qui est très important, qui est Zhor, les mets de Zhor, qui nous concocte à la fin un beau repas, une bonne collation healthy. Et voilà, tout ça dans une ambiance très très festive, et tout ça pour dire aux femmes de se dépister, et que toute partie de ce qu'on va parler, de tous les volets qu'on va aborder, sont importants pour leur bien-être avant, pendant et après avoir eu un cancer du sein. Nous, on essaiera de travailler avant. Voilà, justement, c'était la question que j'allais poser à Sabrina. Alors Sabrina, justement, ce qui nous importe dans toute campagne de sensibilisation, c'est avant. Alors, ce qu'on voudrait, c'est de ne pas arriver finalement à contracter quelconque pathologie, quelconque maladie, pas seulement le cancer du sein. Alors, le travail se fait en amont, se fait bien avant, mais le quotidien aujourd'hui, finalement, il nous laisse un petit peu nous oublier, il nous laisse un petit peu finalement comme un poisson dans l'eau, donc on est là du jour au jour. On appelle le syndrome du poisson rouge. Voilà, effectivement, le syndrome du poisson rouge. Alors, justement, qu'est-ce qui se fait pour sensibiliser encore plus? Nous avons comme l'impression d'en parler tout le temps, mais comme si qu'il n'y a pas un impact réel sur la sensibilisation en amont. En amont. En fait, c'est très important ce que vous dites là, parce que le corps, quand il nous parle, quand il envoie un signal, une maladie, ça veut dire que ça a commencé depuis longtemps. Et dans la médecine chinoise ou dans tout ce qui est médecine alternative, le cancer du sein, c'est synonyme de l'amour sacrificiel. Et la femme, malheureusement, j'ai envie de dire, elle a été beaucoup élevée avec cette notion que moi, je me sacrifie. Je me sacrifie pour mes enfants. C'est culturel. C'est culturel, et je dirais même c'est mondial. C'est la condition de... Alors que la femme, on dit, enfin, je suis comme une chandelle. Donc, je me grille pour pouvoir illuminer. Je me consume. Voilà, exactement. Et c'est tout ce qu'il ne faut pas faire. Nous, la sensibilisation qu'on fait depuis maintenant quelques années, et merci Covid-19, parce que c'est grâce à la Covid qu'on s'est autorisé quand même à peut-être porter cette voix de dire occupez-vous de vous-même. Une femme qui s'occupe d'elle aura plus de chances d'être en équilibre et en bonne santé qu'une femme qui va vouloir se sacrifier, qui va chercher en tout cas à remplir à l'extérieur, mais tout en ayant des attentes malheureusement inconscientes. Et quand on a des attentes de l'autre, que ce soit nos enfants, nos époux, nos familles, on est tout le temps face à une certaine déception. Et il n'y a pas pire que ça pour le corps. Donc la responsabilité de chaque femme, c'est son bien-être déjà. Être bien, c'est travailler et œuvrer pour aller bien. D'ailleurs, on a eu une discussion juste avant. Ce n'est pas de l'égoïsme. Une femme, une maman ou une sœur qui se porte bien, c'est une femme qui peut donner de l'amour à partir d'un espace safe, de sécurité. Et ça va tout simplement lui permettre d'être en bonne santé. Mais une femme qui va être dans le sacrifice, à un moment, le corps, il a des besoins. La psyché a des besoins. Et quand déjà nous, on ne fait pas ce travail, eh ben, ça va sortir et notre corps va nous arrêter. Donc c'est très important d'intégrer la responsabilité qu'on peut avoir
par rapport à notre bien-être. Alors, la responsabilité par rapport à notre bien-être, justement, docteur Omnia, il y a quelques jours, nous avons reçu une gynécologue et le constat qui se fait malheureusement en Algérie et au Maghreb d'une manière générale, c'est que le cancer du sein aujourd'hui atteint les femmes de plus en plus jeunes. Avant, on parlait du cancer du sein à partir de 40 ans. Aujourd'hui, malheureusement, on nous annonce des statistiques que quelque chose comme 5% des femmes de moins de 35 ans sans atteinte de cancer du sein. Première question qui nous vient à l'esprit, pourquoi? Et la gynécologue nous dit, c'est notre mode nutritionnel. Exactement. Donc on comprend que c'est finalement notre régime alimentaire qui est notre premier ennemi. Au fait, il y a le régime alimentaire et tout l'environnement. Il n'y a pas que le régime. C'est vrai que le régime alimentaire, la transition économique actuelle fait que nous avons beaucoup d'alimentations transformées qui sont riches en colorants, en conservateurs, en gras et mauvais gras, qui sont des perturbateurs endocriniens. On sait très bien que le cancer du sein a une composante hormonale qui est très très importante. Et en plus de tout ça, à la limite, on se dit l'alimentation, quand on fait beaucoup de campagnes d'alimentation, on parle de l'alimentation, on parle de régime, j'aime pas parler de régime, mais on parle d'alimentation saine. Il y a aussi l'environnement qui est toutes ces ondes téléphoniques, toutes ces wifi qui restent allumées toute la nuit, etc., qu'on gère difficilement. Donc il y a tout ça qui fait toutes ces technologies nouvelles dont on n'a pas assez de recul et qui pourraient éventuellement rentrer dans ce phénomène de cancer du sein de plus en plus jeune. Et moi, je parlerai de mon volet alimentaire. En fait, pour avoir une bonne alimentation, on n'est pas obligé de faire un régime strict. Il faut surtout travailler sur un mode alimentaire anti-inflammatoire. Et c'est de ça dont je vais parler cet après-midi. C'est très très important, sachant qu'une alimentation anti-inflammatoire est une alimentation juste saine. C'est le régime méditerranéen dont on parle depuis toujours. Nous avons la chance finalement d'avoir ça dans nos coutumes, dans nos traditions. C'est-à-dire manger beaucoup de fruits et légumes, surtout les légumes, beaucoup plus que les fruits, boire beaucoup d'eau, avoir une alimentation riche en oméga 3, on parlera du poisson, mais on dira que le poisson est très cher, mais on parlera tout simplement de sardines, qui est un des poissons les moins chers, et le plus riche en oméga 3 est très très intéressant nutritionnellement. Il faut éviter les aliments transformés, le sucre raffiné. Et maintenant, nous sommes un pays de dattes et il y a plein de sucre de dattes, il y a du miel, etc. C'est vrai que l'alimentation saine en elle-même est une alimentation qui peut être plus ou moins coûteuse. C'est-à-dire que si je dois dire à une maman achète une poire à ton enfant pour le goûter, elle me dit je préfère acheter un croissant à 10-20 dinars. C'est ça aussi, il y a ça. Mais on peut, à moindre coût, avoir une alimentation saine en mangeant des légumineuses, en mangeant des légumes, en mangeant des œufs, qui sont une source de protéines qui est très, très intéressante. Donc, boire beaucoup d'eau, éviter tout ce qu'on peut éviter. Éviter les sodas, éviter la limonade. Quand je parle de limonade, avec mes patientes, je leur dis, je peux vous dire manger un gâteau de temps en temps pour vous faire plaisir. Ça ne me dérange pas. Faites un gâteau au chocolat pour vos enfants. Le chocolat noir a beaucoup de vertus, je peux. Mais les boissons sucrées, c'est pour moi la pire des choses qu'on peut donner à son enfant. Je dis toujours à la maman, tu es une maman, tu aimes ton enfant et tu aimes... En fait, c'est la fibre sensible qu'on touche quand on parle d'un enfant. Vous vous rendez compte que ce que vous mettez sur votre table à votre enfant, Ramadan en particulier, différentes sortes de limonades, il y a du sucre qui est cancérigène, il y a du colorant qui est cancérigène, il y a des conservateurs qui sont cancérigènes. Et il y a d'autres produits qu'on ne connaît pas. Absolument. Qu'est-ce que vous êtes en train de quoi vous êtes en train de nourrir votre enfant, votre maman, une femme enceinte, votre mari, tout l'environnement. C'est dommage qu'on en arrive là. Et tous ces produits sont pro-inflammatoires. Donc, il est très, très important de les éviter pour pouvoir avoir une vie saine et éviter ce cancer du sein. Alors, on me dit, il nous reste 1 minute en 1 minute. On va un petit peu parler probablement de l'importance de la prise en charge psychologique parce que ça reste quand même 50% des résultats d'une prise en charge. Et peut-être plus. Et peut-être plus. En 1 minute. Alors, en 1 minute, je vais dire, il faut accepter sa vulnérabilité. Il faut accepter que c'est une épreuve, mais il faut se dissocier de la maladie. Une personne qui est atteinte par le cancer, elle n'est pas le cancer. Donc c'est une personne extraordinaire qui a une épreuve à vivre. Donc l'acceptation et oser demander de l'aide, parce que se faire aider, c'est très important pour passer ce parcours et que ce ne soit pas
j'ai envie de dire, dramatique. On peut vivre même la maladie dans l'apaisement. Donc ça serait vraiment demander de l'aide, accepter et faites votre parcours. Et justement, vous allez aller plus en détail cet après-midi à partir de 15h. On le rappelle au niveau du terrain de golf d'Alger. Merci beaucoup d'avoir été parmi nous ce matin. Soyez nombreuses surtout. Surtout, voilà. Donc je rappelle docteur Linda Oumia Edir, médecin nutritionniste, et Sabrina Mokrani, psychologue. Merci à vous deux d'avoir été parmi nous ce matin. Et voilà, nous arrivons à la fin de notre émission. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Je vous souhaite une très agréable journée à tous. Vous retrouverez mon ami et notre collègue Radia Boulmaali demain à partir de 8h. Je vous retrouve le week-end prochain. Au revoir. يوما على صدري يومي وتكبر في الطفولة يوما على صدري يومي وأعشق عمري